Suite à la disparition du comte Guy de Mayence, le traître Erchambault s'empara du château familial. Par chance, le jeune Doulin parvint à s'échapper et dut vivre isolé dans les bois, aux côtés de son père devenu ermite. Doulin grandit et acquit la force nécessaire pour récupérer son fief. Une fois prêt, il reconquit son château et libéra sa mère des griffes du fourbe Erchambault. Devenu un homme accompli, fort et brave, Doulin gouverna alors son fief en paix. Cependant, la fierté du jeune comte de Mayence le conduisit rapidement à défier l'autorité impériale. Revenant d'un tournoi en compagnie d'un grand nombre de barons, Doulin de Mayence ne daigna pas s'arrêter à Paris pour saluer Charlemagne. Ce refus, perçu non comme un oubli mais comme un affront délibéré et un signe d'indépendance excessive, enflamma la colère de l'empereur. Le roi en fut grandement irrité. « Qui est ce Doulin ?» demanda-t-il. « Il a surgi de nulle part, pauvre et chétif, seul et sans écuyer, et s'est emparé de Mayence sans aucune légitimité. » Dans l'assemblée, il y avait un proche parent de Doulin, nommé Richer, qui régnait sur Mosen-Hainaut. Il prit la défense de son cousin, mais Charles l'assomma d'un coup de bâton. Sans perdre un instant, Richer se hissa en selle et se hâta de rapporter à Doulin les propos injurieux du roi. Le vaillant fils du comte Guy revint alors sur ses pas et rentra à Paris avec 700 chevaliers armés. Charlemagne ne comptait que quelques barons à ses côtés, tous désarmés comme lui. Lorsqu'il vit avancer au milieu de la cour Doulin et ses hommes, l'épée à la ceinture et le heaume solidement attaché, il trembla de peur. « Seigneur, demanda-t-il à leur chef, que voulez-vous ? Je suis Doulin de Mayence. Je suis né à Mayence et tous mes parents sont originaires de France. On m'a rapporté que vous m'avez traité de fripouille et de bâtard. Vous avez frappé mon cousin Germain. Si je n'étais pas votre homme, je vous aurais déjà démembré. Vous allez donc sur le champ réparer cet outrage, ou je vous passerai mon épée à travers le corps. » À ces paroles, le comte de Poitiers approuva. Le roi répondit humblement que ne portant aucune arme, il se trouvait à la merci de son vassal et ferait tout ce que bon lui semblera. « Sire, déclara un chevalier originaire de Saint-Florent, offrez à Doulin le comté de Nevers. » Mais le fier vassal trouva ce présent un peu trop modeste et le rejeta avec dédain. « Sire, ajouta ensuite le comte de Poitiers, offrez-lui la cité de Laon, votre nièce Élissant, ainsi que 60 000 marques pour payer ses dettes. »« Très volontiers, » répondit le roi. Mais Doulin fronça les sourcils et fit un pas en avant, la main prête à dégainer son épée. Charles frémit d'effroi. « Par le Saint-Sauveur !» s'exclama le comte de Mayence. « Faites un tel don à l'un de vos hommes d'armes, ou à vos vassaux pour l'entretien de leur cheval. Mais soyez moins avare envers moi, sire roi, ou votre fin pourrait survenir, ici et maintenant. »« Eh bien, concéda-t-il, demande ce que tu veux, puisqu'il le faut. Je te l'accorde d'avance. Voilà qui est parlé. Ainsi nous pourrons nous entendre. Donnez-moi donc la cité de Vauclair, au-delà du Rhin, près de la mer, en Saxe-la-Grande. Elle est sous le joug d'un païen nommé Aubigan, qui l'a conquise avec 1000 sarrasins. Ce mécréant a une fille nommée Flandrine, car sa mère était de Flandre. Elle a élevé chrétiennement sa fille, qui est la plus délicieuse femme qu'on puisse voir. Le roi de Danemark l'a demandée en mariage pour son neveu Gauthier. Mais comme l'Aubigan a refusé cette demande, les deux païens se sont engagés dans un conflit. Sire, si vous voulez que nous soyons amis, donnez-moi la cité de Vauclair et Flandrine pour épouse. » Seigneur Tout-Puissant, pensa Charles, cet homme désire ma mort en me demandant ce qui dépasse mon pouvoir. Une ville si grande et si forte que même mon père Pépin n'osa s'en approcher avec une armée de 100 000 combattants. Et il trembla de nouveau. « Doulin, dit-il,
Demande-moi plutôt Paris et tout mon royaume, mais ne me force pas à t'offrir ce qui ne m'appartient point. » Mais le jeune homme courroucé mit la main sur son glaive. « Sire, je veux la cité de Vauclair. Accordez-moi seulement la permission de mener une mission pour la conquérir. Prêtez-moi 1 millier de chevaliers, et je vous ferai seigneur de tout le royaume de l'Aubigan. Mais si vous refusez, je vous couperai la tête sur le champ et vous ferai démembrer. » Charles recula, mais la colère le revigora. « Doulin, fit-il, écoute ce que je vais te dire. Tu vas combattre contre moi là-bas dans cette prairie, l'écu devant la poitrine et le aume bien ajusté. Si tu es vainqueur, Vauclès et Flandrinette seront à toi, et je t'accompagnerai pour les conquérir à la tête de 60 000 chevaliers. Mais si je parviens à te vaincre, tu quitteras la ville de Mayence, et tu iras par-delà les mers, pauvre et misérable. » Doulin accepta, et on apporta immédiatement un missel sur lequel les 2 champions jurèrent d'exécuter fidèlement les conditions du combat. Les barons ceignirent au roi son épée Durandal, conquise sur Brement, lorsque Charlemagne fut chassé de France par Hainefroy et Andry et combattait à la solde de l'amiral Galafre. Puis il se rendit dans un pré verdoyant sur les bords de la Seine pour y attendre son adversaire. Quand Doulin parut, Richard le Normand alla à sa rencontre et les suggéra de se soumettre au roi. Mais il refusa catégoriquement toute possibilité d'accord. Enfin, les 2 champions s'avancèrent et le duel commença. Le combat faisait rage, une lutte acharnée où les 2 adversaires semblaient avoir des chances à peu près égales. Seulement, Doulin, craignant de tuer le roi, retenait ses coups, tandis que Charles n'avait aucune pitié pour son vassal, poursuivant ses attaques sans relâche. Mais l'épuisement finit par les forcer à mettre fin à leurs assauts, offrant ainsi au comte de Poitiers l'occasion de tenter une réconciliation entre les 2 hommes. Mais le roi resta inflexible, rejetant leurs supplications. Ils tentèrent alors de faire fléchir le preux-sire de Mayence. Mais celui-ci répondit avec fermeté. « Baron, ma requête envers mon seigneur n'est motivée que par l'honneur de Jésus-Christ et la gloire de Dieu. Je le forcerai à l'accepter, ou mon cœur sera déchiré et brisé. » La bataille reprit. Les combattants s'infligeaient de tels coups que le sang coula de leur bouche et de leurs narines. Ils se seraient entretués si Dieu n'eût eu pitié d'eux. Du ciel, un ange descendit entre les 2 adversaires et s'adressa à l'empereur. « Charles, Dieu t'ordonne de céder Vauclair à Doulin et de l'aider à la conquérir. Sinon tu mourras sur le champ et seras précipité en enfer où les diables t'attendent. » Face à cette injonction divine, Charlemagne se soumit humblement. Puis il se rendit avec Doulin dans la chapelle pour y prendre la croix. Plus de 500 barons, jeunes et vieux, se croisèrent en même temps. Au printemps suivant, quand Charles et Doulin furent guéris de leurs blessures, l'empereur convoqua tous ses hauts barons et leur demanda leur aide contre les Sarrasins. « Sire, répondirent-ils tous à la fois, nous te suivrons. » Il choisit alors parmi eux 100 chevaliers. Parmi eux se trouvaient les 12 pairs, et demanda aux autres de rester en France et de se tenir prêts à le secourir au besoin. Puis il se mit en chemin. Arrivé à Cologne, il franchit secrètement le Rhin et fit jurer aux mariniers de ne jamais le trahir. Il avait auprès de lui un maître habile qui le transforma en vieillard. Il lui rida le visage, lui courba les épaules et lui colla une longue barbe blanche. Charles, qui avait à peine 25 ans, paraissait désormais en avoir plus de 100. Ainsi déguisé, il pénétra en Saxe. Après avoir chevauché durant 4 jours, les Français rencontrèrent un Saxon. « Où est l'Aubigan ?» lui demanda l'empereur. « Sire, il est à Vauclair avec 60 000 Turcs. Il est assiégé par le roi de Danemark qui a un besoin urgent de renfort. Si vous le rejoignez, il vous donnera tout ce que vous demanderez. Veux-tu nous conduire à Vauclair ? » ?»« Oui, par mon Dieu Tervagant. » Lorsqu'ils arrivèrent dans la cité, les Français montèrent au palais.
Le portier leur demanda, pour les laisser entrer, un marc d'argent à chacun. Mais Doulin, le prenant par le bras, le fit rouler en bas des marches si doucement qu'il se brisa le cou. Et les démons emportèrent son âme en poussant d'effroyables hurlements. Quand l'Aubigan vit entrer tous ces chevaliers armés, il prit peur et leur demanda. « Qui êtes-vous, Seigneur ? Nous sommes des chevaliers, » répondit Doulin. « Nous sommes prêts à combattre pour vous si vous le souhaitez. Dites-nous quelle sera notre récompense. Fixez-la vous-même. Eh bien, sire, voici nos conditions. Je vous délivrerai des Danois. Mais ensuite, je vous prendrai votre ville. Je vous forcerai à embrasser la foi chrétienne, vous et vos sujets. Enfin, j'épouserai votre fille Flandrinette. Si vous refusez, nous partirons rejoindre les Danois et je te ferai la guerre jusqu'à ce que je te retrouve pour t'arracher les boyaux du ventre. » Avant de prendre sa décision, le païen sollicita l'avis de ses conseillers. Parmi eux se trouvait un marchand qui venait souvent en France et qui avait reconnu l'empereur malgré son déguisement. « Sire, dit-il, vous tenez entre vos mains toute la chrétienté. Ce vieillard à barbe blanche n'est autre que Charlemagne. Les autres sont les 12 pairs et tous les plus hauts barons de France. Ils sont venus ici pour conquérir Vauclair et pour unir votre fille Flandrine à Doulin de Mayence, que j'ai vu parmi eux. Qu'allons-nous faire ? Sire, retenez-les auprès de vous. Octroyez-leur une salle à l'extérieur et livrez-leur à boire et à manger autant qu'ils le désirent. Faites-les surveiller par 1000 Saxons bien armés. Ensuite, envoyez-les combattre les Danois. Très vite, ils les vaincront et les tueront tous. Ensuite, raccompagnez les Français chez eux avec de grands égards. Enfin, faites-les tous brûler ou noyer, puis vous pourrez conquérir leur pays si vous le désirez. » « Voilà un bon conseil, » répondit l'Aubigan. « Nous le suivrons. » Tandis que l'Aubigan tenait conseil, les Français commençaient à s'impatienter. « Que diable attendons-nous » déclara Thibaut d'Apremont. « Massacrons ces mécréants et emparons-nous de leur ville. Ce serait une grave erreur, » rétorqua Doulin. « Ce serait de la trahison, et les traîtres finissent toujours mal. » Le roi des Saxons revint enfin et annonça aux Français qu'il les acceptait à son service. Puis il demanda à Doulin. « Mais qui est donc ce guerrier à barbe blanche qui me regarde si orgueilleusement ?»« Sire, c'est mon conseiller. Je ne fais rien sans son avis. Pourtant, il vous a donné un bien mauvais conseil, le jour où il vous suggéra de venir ici me ravir ma terre et ma fille Flandrine. » Les Français furent hébergés royalement. Le roi saxon raconta à sa femme ce qui venait de se dérouler et comment il comptait trahir les chrétiens. La reine alla immédiatement trouver Flandrine et lui annonça. « Ma fille, Doulin de Mayence vient d'arriver accompagné de l'empereur Charles pour te demander en mariage. C'est le plus bel homme du monde, et avec l'aide de Dieu tu seras comblée de bonheur. » La jeune fille ressentit une joie immense à cette nouvelle, ayant déjà entendu parler du courageux baron. Ce soir-là, elle ne toucha ni boisson, ni nourriture. La reine convoqua un chevalier chrétien qu'elle avait amené de Flandre. « Antequin, lui dit-elle, ta maison est adjacente au palais où les Français sont hébergés. Ouvre un passage dans le mur et annonce-leur que j'irai les voir ce soir même avec ma fille. » Le sergent exécuta les ordres qui lui avaient été commandés, et les Français se réjouirent en apprenant les intentions de la reine Hélissan. Ils le furent encore plus quand ils la virent paraître avec sa fille Flandrine. La demoiselle était vêtue d'un somptueux manteau et portait une robe étincelante. Ses cheveux étaient brillants, tels une coupe d'or. Elle avait le visage blanc et délicat, les joues colorées, et quand elle fit son entrée, sa beauté illumina toute la pièce. Hélissan alla saluer le roi et le prit par la barbe. « Beau sire, dit-elle, où avez-vous trouvé cette barbe ? Vous l'avez sans doute empruntée, car je ne crois pas que vous ayez le poil si blanc. » L'empereur fut un peu déconcerté, mais la dame le rassura aussitôt. « Je suis venue pour offrir ma fille en mariage au preux comte Doulin de Mayence. Je désire que le service soit immédiatement célébré et que la messe soit chantée, afin que cette nuit même Flandrinette repose dans les bras de son époux. » Doulin remercia respectueusement la dame.
L'archevêque Turpin entonna la messe et maria les deux jeunes gens. Hélissan se retira, laissant sa fille avec Doulin de Mayence. C'est en cette nuit même que fut engendré le puissant duc Gaufret, le père du vaillant Ogier, qui se trouvera plus tard à Roncevaux, et de lui descendit par la suite Godefroy, le roi de Jérusalem. Pendant ce temps, le chevalier Garin de Monglane apprend par un espion que le roi Charles était à Vauclair. Il décida de partir le rejoindre, avec son compagnon Robastre et sa fiancée Mabirette. Son arrivée fut accueillie avec une grande joie par les chevaliers français. Toutefois, Garin ne reconnut pas immédiatement Charlemagne, et éclata de rire quand on lui présenta le roi. « Sire, dit-il, j'ai conquis la puissante Monglane ainsi que la cité de Bolande, et je suis venu en ces lieux avec cette dame pour vous demander sa main. Voici Doulin qui vient lui aussi de prendre épouse, répondit le roi. Je vais faire venir madame Gallienne, et je la prendrai de nouveau pour épouse afin que nous célébrions ensemble nos 3 noces. » Sans plus attendre, il dépêcha un messager pour inviter la reine de France à les rejoindre, accompagnée de 100 000 chevaliers. Le reste de la journée fut consacré à des parties d'échecs et de dés, puis chacun se retira pour la nuit. Charlemagne venait à peine de s'endormir quand un ange lui apparut et lui dit « Charles, je viens t'adjurer, par la grâce de Jésus, de te rendre demain matin avec Garan et Doulin, sans autre chevalier, défier le roi des Danois d'Annemont et toute son armée. » 3 fois dans la nuit, l'ange revint et répéta les mêmes paroles. Au lever du jour, l'empereur fit part de sa vision à ses 2 compagnons. « Mais je crois, ajouta-t-il, que vous feriez bien de vous laisser, comme moi, changer en vieillard. » Valbron fut appelé, et en un instant, il opéra la métamorphose. Lorsque les Français constatèrent que les 3 barons s'apprêtaient à affronter les Danois, ils voulurent les accompagner, mais Garin et Doulin s'y opposèrent catégoriquement. Robrastre insista. « Sermonnez tant que vous voudrez, cela ne me dissuadera pas d'aller exposer ma cognée aux Danois. Croyez-vous donc que je vais rester confiné comme un oiseau en cage ?»« Qui est ce vassal ?» demanda Charlemagne. « Sire, continua Garin, c'est l'homme le plus intrépide qui ait jamais vécu. Récemment, une gentille damoiselle l'a adoubé et lui a remis une cognée d'un poids énorme. Et s'il nous accompagne avec sa hache, il arrangera ses païens de telle sorte qu'ils n'auront plus envie de rire. »« Que le Seigneur nous vienne en aide !» s'écria l'empereur. « Il va terriblement nous gêner. »« Allons-y !» fit Robrastre. « Je combattrai de mon côté, et vous du vôtre. » L'Aubigan se tenait à la fenêtre de son palais avec sa femme et sa fille, avec la belle Mabirette et une foule de chevaliers sarrasins. Il s'étonna de l'audace de ces 3 chevaliers qui s'avançaient bravement tout seuls vers l'armée ennemie. « Ces Français sont fous !» dit-il. « Avant peu, nous les verrons en fuite ou démembrés. » Le roi d'Annemont dépêcha 3 de ses hommes d'armes au-devant des barons, en leur recommandant d'aller doucement pour ne pas les effrayer. « Qui êtes-vous ? Et que voulez-vous » demandèrent les Danois. « Venez-vous nous offrir Flandrinette de la part de votre maître ?»« Nous venons vous proposer la bataille » répliqua Doulin. « Et quant à Flandrine, sachez que ce matin même, elle m'a embrassé tendrement. » Le païen crut qu'il mentait. Voyant sa barbe blanche, il lui dit « Jamais une si belle femme n'aurait pu vous toucher. Mais par Mahomet, prenez garde à nos épées acérées. » Doulin abattit l'homme d'un coup mortel de son cheval, et Flandrine déclara à Mabirette « Voyez, dame, quel preux chevalier est le mien. » Mais Mabirette ne tarda pas à triompher à son tour, car Garin, son époux, tua lui aussi le 2e baron. Le 3e, quant à lui, tomba sous les coups de Charlemagne. 6 guerriers danois s'avancèrent alors contre les chrétiens. 3 d'entre eux furent aussitôt terrassés, et Doulin demanda à ses compagnons la permission de lui laisser les 3 autres. Il brisa le cou du premier, puis trancha l'épaule et le bras au second. À cette vue, Flandrine laissa éclater sa joie. Mais son père la réprimanda sévèrement d'un grand soufflet. Ensuite, Doulin poursuivit le 3e qui prenait la fuite, et le transperça de son épée. Folle de joie, Flandrine s'écria tout haut. « Quel chevalier courageux !»« Par Mahomet !» répliqua l'Aubigan, giflant de nouveau sa fille. « Il ne sera en aucun cas ton mari.
car je le pendrai aux fourches, lui et Charles, le roi de Paris. » Lorsque le roi d'Annemont vit ses chevaliers ainsi malmenés, il appela Baudemont de Val-d'Orée et lui ordonna de se rendre aux côtés de la cité pour couper la retraite aux 3 barons, tandis qu'il les attaquerait de front avec toute son armée. Mais Baudemont tomba face à Robastre, qui se rua au milieu de sa troupe, provoquant un horrible massacre à coups de cognée. Pendant ce temps, Charlemagne, Garin et Doulin abattaient tous ceux qu'ils croisaient. « Par Mahomet !» s'écria l'Aubigan. « Ces gens-là sont enragés! Ils vont s'emparer de ma ville et de tout mon royaume !» Flandrine l'entendit et releva la tête, prête à répondre. « C'est bien ce qui va se passer. » C'est alors que Dannemont s'avança à la tête de 60 000 combattants. « Seigneur, dit Charles, ne serait-il pas plus sage de faire demi-tour ?»« Par les saints du ciel !» fit Garin. « Que diraient Flandrine et Mabirette si elles nous voyaient abandonnés ?»« Fuyez si vous voulez, sire roi !» ajouta Robastre. « Nous irons en avant !»« Eh bien, en avant, Robastre !» s'écria Charles à son tour. « Je vous suivrai !» Puis l'éperonna Sorel, son cheval, tira Durandal et se lança au milieu des Danois, fendant les aumes et brisant les écus. Garin, Doulin et Robastre s'élancèrent derrière leur seigneur. Vous auriez vu le sang couler, les cervelles voler, les boyaux se vider. Robastre avait au poing sa hache, dont le manche était extrêmement long. Charles tenait ferme Durandal, Doulin empoignait Merveilleuse, et Garin maniait Finchamp. À la vue des prouesses des Français, l'Aubigan éprouva à la fois de la joie et de la terreur. « Certes, dit-il, ce sont là des hommes fiers, et si je ne prends pas les bonnes mesures, ils risquent de conquérir ma ville. Mais dès qu'ils auront chassé les Danois, je les ferai tous pendre ou écorcher. » Vous n'en ferez rien, pensa secrètement Flandrine, mais je crois qu'ils ont en ce moment besoin d'aide. Aussitôt, elle appela un messager et l'envoya dire aux autres Français de s'armer rapidement et voler au secours de leur chef. Pendant ce temps, l'Aubigan rassembla aussi ses barons et ses bourgeois afin de les mener contre les Danois. Charlemagne se trouvait au plus fort de la mêlée lorsque Dannemont le prit pour cible. L'empereur leva Durandal, s'apprêtant à donner un coup terrible à son adversaire. Mais son épée lui échappa des mains et tomba dans une rivière large et profonde. Désarmé, il résista vaillamment avec pour seule arme son poing, assommant encore plus de 4 ennemis. Mais il fut finalement submergé par le nombre. Les Danois lui lièrent les mains et le conduisirent dans une forteresse érigée sur un rocher, en face de la ville assiégée. Garin avait assisté impuissant à l'enlèvement de son seigneur. Il se précipita pour le secourir, mais son cheval trébucha, le projetant à terre, et il se retrouva encerclé avant d'être fait prisonnier à son tour. « Ah, douce France !» s'écria Doulin, témoin de la mésaventure des 2 barons. « Quel avenir t'attend? Et que deviendra la charmante Mabirette lorsqu'elle apprendra le sort de son ami? Elle en mourra, c'est chose sûre. Mais par Dieu Tout-Puissant, ces païens le payeront cher. » Il se rua de nouveau sur les Danois. Malheureusement, il ne rencontra pas plus de succès que ses compagnons d'armes. Pris en étau par 30 000 ennemis, son haubert fut percé, ses armes brisées, son cheval abattu, et il dut finalement céder sous le poids des chaînes. Flandrine, témoin de cette scène, perdit connaissance, tandis que Mabirette était en pleurs. Jamais 2 femmes n'avaient porté un deuil aussi accablant. Les Danois conduisirent leurs 3 captifs dans une tour, leur mirent des fers aux pieds et firent garder la porte. À moins que Dieu et la Vierge honorée ne veillent sur eux, la pendaison ou la noyade semblait être leur destin funeste. Pendant ce temps, les autres chevaliers français avaient revêtu leurs armures et étaient sortis de la ville. À leur tête se trouvaient les 12 pairs et l'archevêque Turpin, portant haut leurs bannières. La bataille reprit avec une fureur redoublée. Robastre se précipitait de tous côtés, cherchant désespérément Garin de Monglane, s'ouvrant partout une large voie à grands coups de hache. Au milieu des Saxons, il leur demanda des nouvelles de son seigneur. « Il est prisonnier !» lui répondirent-ils. « Porc !» s'écria-t-il. « Vous l'avez laissé se faire capturer sans lui porter secours. Vous allez me le payer !»
Prononçant ces paroles, il se jeta sur ses propres alliés, provoquant un véritable carnage. « Par Mahomet !» s'écria l'Aubigan. « J'ai été bien sot d'accepter de tels compagnons. » Ensuite, Robastre se tourna vers les 12 pairs et leur demanda où se trouvaient Garin, Doulin et Charlemagne. « Je crois, » répondit Estou, « que nous ne les reverrons plus. » Furieux, Robastre leva sa hache. Seule une esquive d'Estou lui sauva la vie, mais le coup fut d'une telle violence qu'il sectionna son cheval en deux. L'ami redoutable de Garin reporta ensuite sa fureur sur les Danois. Mais la nuit tombait. Dannemont rassembla ses troupes et se retira lentement vers son château. Robastre le rattrapa. « Dannemont, lui dit-il, vous m'avez pris mon seigneur. Je veux partager son sort. S'il est noyé, je veux être noyé. S'il est brûlé, je veux être brûlé. Mettez-moi en prison, où je vous tranche les flancs et les côtes. » Le prince païen accepta. « Désarmez-le, » commanda-t-il à ses hommes. « Liez-lui les mains derrière le dos, et donnez-lui une bonne correction. » Robastre jeta sa cognée et se laissa enchaîner sans protester. Charlemagne fut très peiné de voir son compagnon emprisonné à son tour. Mais Garin le rassura. « Puisque Robastre est avec nous, nous sommes sauvés. » Le lendemain, à midi, alors que Dannemont était à table avec ses barons, Doulin se mit à chanter depuis le fond de sa cellule, sa voix s'élevant si haut et si clair que c'était un pur plaisir de l'entendre. Le roi décida de le faire venir. « Ami, lui demanda-t-il, qui es-tu et d'où viens-tu ? » ?»« Sire, je suis de France et je m'appelle Doulin de Mayence. Connais-tu un métier ? » ?»« Oui, certes, j'en connais un bon. Je sais boire et manger. » »« As-tu mangé ce matin ? » ?»« Non, sire, j'en ai grand besoin. » Le roi lui fit apporter un quartier de chevreuil, du pain et du vin. Tandis que Doulin dégustait son repas, un Anglais, réputé excellent lutteur, vint défier les Danois et vainquit tous ses adversaires. « Connais-tu l'art de la lutte ? » demanda le roi à son prisonnier. « Sire, je n'ai jamais essayé. »« Eh bien, tu vas lutter contre cet Anglais, ou tu seras pendu sur l'heure. » Doulin accepta le défi. Les assistants, le voyant si vieux d'apparence, se mirent à rire. Mais d'un seul coup de poing, il tua un des rieurs et assomma l'Anglais. Ensuite, il demanda à boire. Le roi lui fit servir une coupe de vin, qu'il vida d'un trait. « Si tous mes compagnons buvaient comme toi, nous manquerions de vin jusqu'aux rogations, » affirma Dannemont. « Sire, » répondit Doulin, « c'est la faute de votre cuisinier, qui m'a fait manger trop salé. » Doulin continua à étonner l'assistance par sa force surprenante et à l'amuser par ses plaisantes réparties. Il lança une énorme pierre bien plus loin que tous ceux qui avaient essayé avant lui et remporta la victoire dans un duel au bâton. Après chacune de ses prouesses, il demanda à boire et engloutit une énorme quantité de vin. Dannemont, bien qu'admiratif, n'avait aucune intention d'épargner la vie de son prisonnier. « Quel excellent bouffon !» dit-il. « Ce Français est véritablement doué pour divertir les gens. Toutefois, nous allons l'attacher à un pieu afin qu'il serve de cible à nos arbalétriers. » À cet instant, un paysan entra portant un grand panier rempli de poissons. Sur le dessus, on pouvait apercevoir une longue épée robuste, tachée de boue et de sang. « Qu'est-ce donc ?» demanda le roi. « Sire, » répondit le paysan. « C'est une épée que j'ai trouvée dans mes filets ce matin. Elle me sera très utile pour fendre du bois. » Doulin avait immédiatement reconnu Durandal, et une ruse lui vint à l'esprit. « Sire, » dit-il au roi, « je sais que ma fin est proche, mais je ne voudrais pas mourir sans avoir enseigné à quelqu'un un jeu extraordinaire que moi seul connais au monde. »« Apprends-le-moi » répondit Dannemont. « Volontiers, sire, mais pour cela il me faut cette épée. » On lui remit l'arme. Lorsque Doulin eut entre ses mains Durandal, il alla fermer la porte et glissa la clé sous sa chemise. Le roi, surpris, demanda « Que fais-tu là ?»« Vous allez vite le découvrir, » répliqua Doulin. « Par Dieu Tout-Puissant, je vous défie tous, et je vais tous vous tuer jusqu'au dernier. » Et Doulin tint sa parole. Il massacra Dannemont et ses seigneurs, à l'exception de quelques-uns qui prirent la fuite par les fenêtres.
Le combat fini, il se dirigea vers la tour où ses compagnons étaient emprisonnés. Libérés de leurs entraves, les preux chevaliers arpentèrent les couloirs du palais, y retrouvant leurs épées et d'autres armes de toutes sortes. Seul Robastre regrettait sa cognée, mais il l'aperçut d'une fenêtre, gisant au milieu d'un pré, où une trentaine de païens la considéraient avec étonnement et tentaient en vain de la soulever. Il sortit seul de la tour, armé d'une grande perche, et récupéra sa hache, non sans avoir tué bon nombre des mécréants. Les 4 barons prirent possession du donjon, où ils prirent leur repas et se reposèrent. Durant la nuit, Garin perçut un grand bruit. C'étaient les Danois qui, armés de piques et de pioches, entreprenaient de démolir la tour. Il réveilla ses compagnons qui se hâtèrent de monter au créneau, déversant un torrent de pierres sur les assaillants, les forçant à s'éloigner de la muraille. À l'aube, Charlemagne trouva un corps dans un coin et souffla de telle sorte que son appel résonna jusque dans Vauclair. « C'est notre roi qui nous appelle à l'aide !» déclara Thierry l'Ardenois. « Armons-nous !» Les 12 pairs et tous les autres Français présents se hâtèrent de revêtir leurs armures. Les Saxons d'Aubigand s'armèrent également, et tous ensemble ils se lancèrent à l'assaut du château ennemi. Doulin, Garand, Charlemagne et Robastre sortirent en même temps de la tour et fondirent sur les Danois, qui, pris en tenaille, furent tous terrassés ou contraints de fuir la bataille. Le combat fini, l'Aubigand remercia chaleureusement les Français, feignant une grande amitié à leur égard. Mais à peine les Français furent-ils retournés à leur logement, qu'il donna l'ordre à 1000 Saxons de s'armer et de les assiéger. Dame Élissant, avertie de cette traîtrise, se hâta de rejoindre Charles et ses barons pour les prévenir. « Seigneur, soyez prudents. L'Aubigand a tout manigancé pour que vous soyez capturés et condamnés à mort. Mais n'ayez crainte, car avec l'aide de Dieu et de la Trinité, je vous sauverai. Dès que les Saxons vous attaqueront, sortez de la salle par cette brèche dans le mur et dirigez-vous droit vers le palais. Antequin et moi, nous tuerons le portier et nous vous ouvrirons les portes du château. »« Dame, répondirent-ils. Nous suivrons vos ordres. » Toutefois, le sergent Antequin venait de se quereller avec son épouse au sujet d'un petit chien. Pour se venger, la femme se précipita chez l'Aubigand, lui révélant tout ce qu'elle savait. Fou de rage, le païen fit emprisonner sa femme et sa fille, ainsi que le sergent, puis il ordonna de reboucher la brèche. Pendant ce temps, les chrétiens, ignorant qu'ils étaient trahis, continuaient à se réjouir, buvant du bon vin, mangeant des poulets frits au lard, chantant et jouant, attendant l'attaque à venir. L'Aubigand somma les Français de se rendre, mais ces derniers refusèrent. Il lança donc l'assaut contre eux. Les Saxons, armés de redoutables arbalètes et de frondes, se mirent rapidement à l'œuvre, fauchant un grand nombre de chrétiens, parmi lesquels Gisard de Saint-Omer, Allium de Berry et le loyal vassal Aimé. Néanmoins, les chrétiens opposèrent une vaillante résistance, avec Robastre se distinguant particulièrement par ses exploits héroïques. Pendant ce temps, la reine Élissant se trouvait avec sa fille emprisonnée dans une grande tour. Sous leur chambre se trouvait le cachot d'Antequin. Et au-dessus, sur les créneaux, il y avait 100 Sarrasins, chargés de garder les prisonniers. Déterminé à aider son chevalier, Élissant perça un trou au sol et l'aida à se hisser jusqu'à elle. Antequin, muni de son couteau, parvint à crocheter la porte de la pièce. Mais une fois dans le couloir, il se retrouva nez à nez avec le garde qui surveillait la porte. Ce dernier lui asséna un coup de massue et Antequin tomba à terre. Élissant essaya d'amadouer le terrible geôlier en lui offrant 100 pièces d'argent. « Dame, répondit-il, soyez assurée que si cela ne tenait qu'à moi, vous seriez brûlée avant la fin de la journée. » Toujours en vie, Antequin reprit connaissance et se précipita sur l'homme. Il l'enferma à son tour dans une cellule, puis il verrouilla solidement la porte menant à l'étage supérieur, empêchant ainsi les 100 Sarrasins postés sur les créneaux de descendre. Les dames et leurs dévoués serviteurs étaient désormais maîtres du palais.
Antequin tira une flèche en direction des Français, sur laquelle était attaché un parchemin décrivant la situation de la reine et leur demandant de percer les remparts. Au même moment, Flandrine parut à une fenêtre. Apercevant Doulin, elle lui adressa un beau sourire. Les chrétiens se mirent aussitôt à l'œuvre, et Robastre ouvrit dans la muraille un large trou. Mais l'Aubigan avait embusqué derrière une centaine de Saxons armés, de sorte que le premier Français qui tenta de passer fut immédiatement tué et démembré. Heureusement, le mur tout entier ne tarda pas à s'écrouler, et les Français parvinrent à pénétrer dans le château. Doulin retrouva enfin Flandrine, sa bien-aimée qui l'accueillit en le couvrant de baisers. Le château se dressait solidement, encerclé par une rivière, où les Français pouvaient pêcher. Ils avaient d'ailleurs en réserve du pain, du vin et du fromage en grande quantité. Après avoir partagé un repas bien mérité, ils se rappelèrent de la présence des 100 Sarrasins qui gardaient les créneaux. Alors Robastre, accompagné avec quelques chevaliers, monta pour les éliminer. Les pauvres n'avaient point d'armes et furent très vite taillés en pièces. Mais l'Aubigan tenait toujours la ville avec ses Sarrasins. Cependant, un messager rusé parvint à se frayer un chemin à travers tous ces mécréants jusqu'à Charlemagne, pour le prévenir de l'arrivée imminente de sa reine Gallienne, qui approchait avec une armée de 100 000 Français. Et en effet, peu de temps après, elle arriva et érigea ses tentes tout autour de la cité. Puis elle fit installer ses machines de siège et mit en branle ses mangonneaux. Rapidement, les fossés furent remplis, les remparts s'effondrèrent et les Français se déversèrent dans la ville. Robastre quitta le palais et ôta la vie à l'Aubigan, déclarant avec une ironie mordante « Restez couchés! Vous vous êtes levés tôt ce matin, vous avez besoin de repos à présent !» Lorsque Charlemagne constata que l'armée dirigée par sa reine avait réussi à démolir les remparts de la cité, il se jeta dans la mêlée, avec à ses côtés Garin et Doulin. Tous les Sarrasins furent livrés à une fin inéluctable. Ceux qui échappèrent à la mort furent contraints de se convertir à la foi chrétienne. Antequin fut adoubé chevalier, tandis que son épouse subit le châtiment ultime en étant condamnée au bûcher pour trahison. Le lendemain matin, Garin épousa Mabirette, et l'archevêque Turpin les unit dans le sacrement du mariage en célébrant une messe solennelle. Une fois que Garin et Mabirette se tinrent sous le dais nuptial, l'empereur amena Gallienne, et Doulin conduisit Flandrine, et tous 6 reçurent en même temps la bénédiction. Les festivités des noces durèrent 8 jours, avant que chacun ne reprenne la route. Garin retourna à Monglane, où Mabirette donna naissance à Ernaud. Doulin resta en Saxe, où il continua à guerroyer contre les païens. Sa femme lui donna 12 enfants, en l'espace de 6 ans seulement. Lorsque Gaufret, l'aîné des enfants, atteignit l'âge de 14 ans, il se mit à tyranniser ses frères. Lorsque Doulin eut vent de ses agissements, il convoqua ses 12 enfants. « Gaufret, dit-il, tu bats tes frères et les méprises, te considérant comme leur maître en raison de ton âge. Mais ni toi, ni aucun de vous n'héritera d'un pouce de ma terre. Si vous voulez des terres, vous ferez comme votre père. Vous irez les conquérir aux Sarrasins. Je vais vous envoyer auprès de Charlemagne afin qu'il vous adoube et vous octroie les terres des païens. » Les 12 enfants partirent, vêtus et équipés de la même manière. Ils étaient tous magnifiques, ressemblant les uns aux autres. « Qui sont ces enfants ?» demanda Charles quand il les vit venir. « On dirait des anges tombés du ciel. » Les enfants se mirent à genoux devant le roi, et Gaufret déclara. « Sire, notre père Doulin nous a envoyés auprès de vous, afin que vous nous adoubez et nous offriez des terres. Il a juré que nous n'aurions rien de sa fortune. »« Vous aurez de ma terre chacun à compter, » répondit le roi. « Sire, continua Gaufret, nous ne voulons que les terres conquises aux païens. »« Eh bien, je vous offre le Danemark, 60 000 marks d'argent et 10 000 chevaliers. » Gaufret rougit de fierté et ajouta. « Sire,
Vous nous faites peu d'honneur en nous offrant un si petit don. Nous réclamons un royaume pour chacun d'entre nous. Donnez-nous la Saxe, avec ses 3 royaumes, le Danemark, la Russie, la Lorraine, la Hongrie, ainsi que toutes les terres jusqu'en Roumanie. » Le roi ne put réprimer un éclat de rire, mais il accepta leur demande. 10 ans plus tard, les enfants de Doulin avaient conquis 3 nouveaux royaumes.